En 2023, le Togo a bénéficié d'un soutien substantiel de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. L'organisation a appuyé le Togo à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA, soit près d'1 million d'euros. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir divers projets dans des domaines tels que l'éducation, la culture, le développement durable et l'économie. En l'occurrence, 3 entreprises togolaises ont participé à une mission économique et commerciale de la francophonie en Méditerranée orientale. De plus, l'OIF a soutenu la mise en garde de 2 projets de développement durable dans les communes de Logou 1 et de Hao 1 pour une valeur de 53,3 millions de francs CFA au bénéfice attendu de 17 500 personnes. L'initiative La Francophonie avec elle a également bénéficié de ce soutien avec 4 projets au Togo soutenus à hauteur de près de 107 millions de francs CFA. En outre, plus de 450 millions de francs CFA ont été débloqués pour soutenir la lecture publique, notamment l'appui au fonctionnement, à l'animation et au suivi du premier réseau des 12 centres de lecture et d'animation culturelle, ainsi que la contribution à la création du second réseau de CLAC au Togo. En effet, ces actions mettent en évidence la vitalité et la visibilité de la coopération entre le Togo et la francophonie. L'ambition de l'État togolais est de faire du tourisme un véritable secteur porteur. Disposant déjà d'importants atouts touristiques, le pays compte pour cette année 2024 parvenir à un tourisme d'affaires à travers la création d'une plateforme numérique de réservation des hôtels pour les grands événements. Aussi, investir dans la poursuite des projets de restauration des sites touristiques. Pour y arriver, l'État va injecter 2 milliards de francs CFA afin de redynamiser le secteur. Ceci fera du secteur du tourisme un des leviers dans la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois. Rappelons qu'après la période liée à la pandémie de la Covid-19, le secteur retrouve peu à peu ses potentialités en enregistrant des résultats encourageants. En 2022, près d'1 million de touristes ont visité le Togo, un bilan constant par rapport à 2020 et 2021. Depuis 2020, la production animale augmente chaque année, et ce, d'une région à une autre. D'après les chiffres publiés par le ministère en charge de l'élevage, en 2023, la région des Plateaux est reconnue comme celle ayant produit plus de produits carnés. Sur un total national de 45,5 millions de têtes, la région des Plateaux a, elle seule, produit 15,3 millions de têtes. Cette production comprend les volailles et les petits ruminants. Mais en production porcine et bovine, c'est la région des savanes qui est en tête du peloton avec le double de ce qui est produit dans les plateaux. Malgré la hausse de la production animale, l'autosuffisance en produits carnés est loin d'être atteinte. Le taux de couverture des besoins en produits carnés est largement déficitaire et la consommation de viande et abats par habitant et par an est estimée à 7,5 kg alors que la norme préconisée est de 12 kg par habitant et par an, selon la feuille de route pour la transformation du système alimentaire au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Pour combler ce déficit, le pays est obligé d'importer des animaux sur pied, 30 000 têtes de bovins, 40 000 têtes d'ovins et de caprins, 1 million de volailles et des produits carnés de près de 10 000 tonnes chaque année. Suite à des actes de stigmatisation et de discrimination à l'égard des séropositifs signalés dans les établissements de soins de diverses manières, refus de soins, commérage, négligence, référence inutile vers d'autres établissements de soins, l'ONU-SIDA, Global Network of People, Living with HIV et l'UCID ont récemment financé une étude sur le cas toujours en hausse. Cette étude a été menée dans 6 régions sanitaires du Togo, ciblant les personnes âgées de 18 ans et plus vivant avec la maladie. Selon le rapport de l'ONU-SIDA, il en ressort ce qui suit. Au total, 1119 PVVIH d'âge moyen de 39 ans ont été incluses. Le CIS-ratio était de 0,5 et 43,4% connaissant leur séropositivité depuis 1 à 4 ans.
Au cours des 12 derniers mois, les expériences de stigmatisation rapportées par les PVVIH de la part du personnel de soins étaient les commérages, 13%, la divulgation du statut sans le consentement, 10%, ou le refus de tout contact physique, 2,6%. En matière de santé reproductive, il avait été conseillé à 2,1% des enquêtés de ne pas devenir père ou mère et 1,4% avaient vu leur accès aux antirétroviraux conditionnés par l'utilisation d'une méthode contraceptive. Par ailleurs, parmi ceux qui étaient sous ARV, 28,4% avaient manqué une fois leur dose de traitement au cours des 12 derniers mois par crainte qu'une personne apprenne leur séropositivité. Enfin, 39,5% des enquêtés qui n'étaient pas sous ARV avaient la crainte que les travailleurs de santé les traitent mal ou révèlent leur séropositivité sans leur consentement. Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires digitalisés de la version 2.0 de l'index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu public son équipe gouvernementale. Composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État, le nouveau gouvernement a été nommé 3 jours après l'investiture du président récemment élu Bassirou Diomaye Faye. Le chef d'État de 44 ans a approuvé le cabinet. Parmi les principales nominations figure notamment celle de l'ancien directeur de la programmation budgétaire au ministère des Finances, Cheikh Diba, nommé ministre des Finances, ou encore Biram Soulaye Diop, ancien vice-président du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, qui occupera le poste de ministre du Pétrole et de l'Énergie. 13 cadres du PASTEF en tout héritent de portefeuilles ministériels comme El Malik Ndiaye, nommé aux infrastructures et aux transports, ou encore le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiak Sarré, ministre de la formation professionnelle et un des fondateurs du parti. 2 généraux ont été nommés ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le Premier ministre Ousmane Sonko promet une rupture. Beaucoup de personnalités de la société civile, peu connues du grand public, font ainsi partie des rangs de ce nouveau gouvernement. Le gouvernement zimbabwéen va lancer une nouvelle monnaie. Cette mesure intervient dans le but de mettre fin à la crise monétaire et remplacer la monnaie précédente qui a été dépréciée ces derniers mois et qui était rejetée par la population. Nous faisons cela pour nous assurer que notre monnaie locale ne meurt pas. Comme je l'ai dit, nous étions déjà dans une situation où près de 85% des transactions étaient effectuées en dollars américains. C'est parce que notre monnaie locale ne donnait pas, n'était pas à la hauteur de sa fonction ou de sa valeur de réserve. Le dollar zimbabwéen a subi une pression soutenue ces dernières semaines, ce qui en fait l'une des monnaies les moins performantes au monde. La stabilité de la monnaie permettra d'éviter les fluctuations massives des prix au jour le jour. La divisibilité, je n'ai pas mentionné que nous voulions une situation où vous serez en mesure d'acheter et d'obtenir de la monnaie et une capacité de transaction. Une fois que nous aurons stabilisé notre monnaie, elle sera mieux acceptée dans l'économie et nous devrions voir de plus en plus de gens faire des transactions. Depuis janvier, le dollar zimbabwéen a perdu plus de 70% de sa valeur sur le marché officiel et s'effondre encore plus sur le marché noir, florissant mais illégal. La nouvelle monnaie, la ZiG, sera ancrée sur les réserves d'or et sur un panier de devises étrangères. Elle entrera en vigueur lundi 8 avril. Nous devons lui rendre hommage et le féliciter d'avoir réussi à faire en sorte que les Tutsis et les Hutus puissent vivre en harmonie après toutes ces années. Toutefois, de nombreux militants des droits de l'homme et dirigeants de l'opposition rwandaise ont accusé le chef d'État d'opprimer ses opposants et d'aller jusqu'à tuer et emprisonner ses dissidents. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il faille supprimer quelques Rwandais pour préserver la paix. Lorsque l'on examine la déclaration des droits dans toute constitution, même dans la constitution du Rwanda, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons le droit de jouir de tous ces droits devant la loi. La liberté d'expression est ancrée dans la constitution rwandaise et dans plusieurs instruments internationaux tels que la Charte africaine des droits de l'homme.
et même dans le traité de la communauté de l'Afrique de l'Est. La mainmise sur le pouvoir de Paul Kagame est saluée par ses partisans pour qu'il n'y a pas d'autre moyen pour empêcher le Rwanda de revivre un nouveau génocide. Au Kenya, les médecins entament leur 3e semaine de grève. Le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya, KMPDU, qui représente plus de 7000 membres, réclame depuis le mois dernier le paiement de leurs arriérés de salaire et l'embauche immédiate de médecins stagiaires. Ils souhaitent également que le gouvernement remédie au retard fréquent de paiement des salaires. Autre revendication des médecins, l'attribution d'une couverture d'assurance médicale adéquate pour eux-mêmes et les personnes à leur charge. Le ministre de la Santé kényan, Suzanne Nakumisha, a déclaré que le gouvernement n'avait pas les moyens d'embaucher les médecins stagiaires en raison de la pression financière qui pèse sur la caisse publique. Les pourparlers entre les deux parties visant à mettre fin à la grève en cours n'ont jusqu'à présent abouti à aucun accord et d'autres travailleurs de la santé tels que les agents cliniques ont également rejoint les médecins dans la grève ce mardi. Le secteur de la santé kényan est régulièrement en proie à des grèves. L'une d'elles, en 2017, a duré 3 mois et certains médecins dans des hôpitaux individuels ont déposé leurs outils à divers moments de la pandémie de Covid-19. Le satiriste égyptien Bassem Youssef affronte l'Europe. Ce chirurgien devenu comédien commence une tournée européenne de 16 dates, du 6 avril à Londres au 5 mai à Paris. Eh bien, tout d'abord, c'est amusant, mais accablant et difficile parce que mon stand-up comédie est en anglais. Donc à Londres, ce n'est pas un problème. Mais quand vous allez dans le reste de l'Europe, la plupart des gens qui viennent à votre spectacle, ce sont des immigrants. Des immigrants arabes dont l'anglais est la 3e langue après, par exemple, le suédois, l'allemand et l'arabe. Ou s'ils sont d'origine suédoise ou allemande et que l'anglais est leur 2e langue. Donc c'est intéressant parce que c'est un peu une étape de plus. En Amérique, on fait soit pour les Américains où l'anglais est votre première langue, soit pour les immigrants. Ici, je vais descendre au 2e ou 3e niveau plus bas. Donc c'est intéressant de trouver des références, la symbiose, l'humour. So it's interesting to find the references, the common ground, the humor. Dans ses spectacles, Youssef dépeint son histoire d'origine. À 50 ans, il a connu une trajectoire inhabituelle vers le podium. Donc, je tourne avec ce spectacle depuis quelques années déjà. C'est mon histoire personnelle, mon histoire de chirurgien cardiaque, de comédien, puis d'aller aux États-Unis dans le climat politique le plus intéressant. Obtenir ma citoyenneté américaine, c'est comme devoir s'adapter aux réalités du monde et trouver l'humour dans tout cela. Pour atteindre sa cible, Bassem utilise une technique qui fait sa renommée sur Internet. Je ne suis pas un créateur de contenu. Donc ce que je fais, c'est soit promouvoir mes émissions, soit poster des extraits de mes interviews parce que l'attention des gens est beaucoup plus limitée aujourd'hui. Donc quand je fais une interview qui fait genre 1h30, les gens n'ont pas le temps pour cela. Donc je coupe les parties importantes et j'en fais des petites vidéos. Et je pense que cela peut transmettre le message de manière plus efficace. Et le chirurgien cardiaque a l'intention de toucher le cœur du public européen.